Eh bien, merci Antoine pour cette introduction et bienvenue à tous à ce webinaire un peu particulier. C'est en fait le second webinaire d'une série de deux. Dans la première partie, il y a quelques semaines, nous avons découvert les 7 plus grands contributeurs au succès du changement et aujourd'hui, je vais partager avec vous les tendances émergentes dans cette discipline du change management. Donc, nous avons 3 sujets à l'agenda aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran ici. Le premier sera fait court. Je veux juste revenir sur quelques messages clés du webinaire précédent. Je vous donnerai quelques informations sur la recherche de ProSci et ça nous permettra de préciser le contexte de ce webinaire-ci. Donc, c'est une mise en contexte. Alors, nous verrons donc les tendances suivant deux vues. La première, ce sera une vue en arrière. Nous allons réfléchir aux éléments de recherche liés aux tendances de ces dernières années et plus particulièrement dans le contexte de vos entreprises. Ensuite, nous passerons la plus grande partie du temps à regarder en avant et on va véritablement explorer ce que les participants à la recherche voient se produire à l'avant-garde de la discipline. À certains moments, je ferai apparaître un signe comme celui-ci, juste pour éveiller votre attention. Ce sera pour mettre en évidence des défis spécifiques. Je pense que je vous en présenterai 5 et je les mettrai en contexte. Ainsi, lorsque ce signe apparaîtra, je parlerai plus spécifiquement des principaux défis qui ont été identifiés dans la recherche. Commençons donc par la recherche. Je vais faire une mise en contexte pour les données qui vont vous être présentées durant le webinaire. La recherche, c'est une compilation d'expertise des participants et de leurs connaissances de ce qui marche et de ce qui ne marche pas dans leur entreprise. C'est en fait la plus grande base de connaissances sur le sujet du change management et c'est ce qui nous permet de rester à l'avant-garde de la discipline et de vous parler des tendances émergentes et orientations futures de cette discipline. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je peux vous dire que j'adore ce sujet et ces discussions sur les tendances futures. Ça me met toujours dans un état d'esprit qui est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour moi-même, pour mon entreprise, afin de tirer profit de ces tendances et de véritablement m'engager pour des nouveaux succès dans les années à venir. Donc, vous allez en apprendre un peu plus sur cette recherche. Elle a commencé il y a 20 ans déjà, elle a accompli 10 cycles. Il y a 20 ans, elle comptait 102 participants, comme vous le voyez à l'écran, qui partageaient leur expérience. Et aujourd'hui, dans leur dernière étude, on compte 1778 participants venant de 84 pays différents. Mais avant de passer à la suite, je vais faire un dernier commentaire sur le pourquoi de cette recherche. Lorsque vous vous adressez à Nexum en tant que partenaire de ProSci, nous voulons que vous soyez sûr que nous comprenons parfaitement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Comment intégrer une méthodologie solide et les meilleures pratiques et comment vous fournir les meilleurs services et les meilleures solutions. C'est donc notre principal guide pour aider les individus et les entreprises dans leurs projets et dans leur trajet de change management. Je peux vous dire que tous les 2 ans, je fais des bons de joie dès que le nouveau rapport atterrit sur mon bureau. Je me réjouis chaque fois de partager ce nouveau contenu avec nos clients. Et c'est donc ce que nous allons faire maintenant. Avant de nous attaquer aux tendances émergentes, revoyons les sujets qui ont été traités au cours des 10 études. Si nous revenons à la première étude en 1998, on voyait qu'il y avait quelques sujets tels que les principaux contributeurs au succès, les plus grands obstacles, l'utilisation de la méthode, le sponsorship, la communication et aussi la formation. Sautons d'un coup au sommet de l'image et nous y voyons agile et l'engagement dans le changement. Ce sont les 2 nouveaux sujets de la recherche. On y trouve une exploration de l'alignement et le soutien de l'implication active des collaborateurs pour une conduite efficace du changement. Vers le milieu de l'écran, vous voyez, il est mis Trends in CM, donc les tendances en change management. Ça signifie que la recherche a commencé à se pencher sur les tendances déjà en 2009. En regardant ce qui s'était passé depuis 2007 déjà. La recherche a donc été capable de suivre les tendances au cours des années, ce qui est particulièrement intéressant car nous voyons comment les choses ont évolué et se sont alignées différemment au cours des années de maturation de la pratique du change management. Prenons une minute
Pour revoir ce dont nous avons parlé lors du webinaire précédent, pour ceux qui étaient là, ils s'en souviennent, on parlait de 7 principaux facteurs de succès. Dans la recherche, il avait été demandé aux participants quel était le principal contributeur au succès du change management dans leur entreprise. Et vous voyez les 7 principaux contributeurs à l'écran. Les 4 à gauche, ils sont véritablement focalisés sur les rôles et les activités, tandis que ceux à droite concernent des éléments structurels du change management. Je vais les parcourir rapidement. Peut-être avant toute chose, je vous laisse deviner, à votre avis, quel est le numéro 1, quel serait le contributeur numéro 1 au succès du change management. Devinez. Et je dirais, si vous pensez que c'est le sponsorship, eh bien, vous avez entièrement raison. Sur les 20 dernières années, au cours des 10 études, le sponsorship actif et visible par les directeurs est de loin l'indicateur numéro 1, le contributeur numéro 1 au succès dans chacune des études. C'est la raison pour laquelle nous parlons tant de l'importance de bâtir un sponsorship efficace. Et alors, d'après vous, quel est le facteur numéro 2? Eh bien, le numéro 2, c'est les ressources. Ce dont nous parlons ici, c'est d'avoir des ressources expérimentées et dédiées pour soutenir nos efforts de change management. Numéro 3, l'approche. Nous parlons ici d'un processus formel, d'une méthodologie, d'un langage commun sur la façon dont on introduit le change management aux côtés d'autres disciplines dans l'entreprise, avec d'autres aptitudes et compétences. Numéro 4, l'implication active des collaborateurs, bien sûr. Il a sa place dans les 7 facteurs principaux. Nous parlons de la question, le WIFM, donc qu'est-ce que ça m'apporte? Nous parlons de participation, nous parlons de comment les collaborateurs sont impliqués. C'est un des points de focalisation de la dernière étude que Nexum intègre dans ses activités de conseil. Numéro 5, la communication. Des communications fréquentes et sincères. Comment nous faisons comprendre ce qui est en train de se passer au sein de l'entreprise. Pas juste ce qui se passe, mais pourquoi ça se passe. Les gens ne veulent pas seulement être informés des changements, ils veulent surtout comprendre pourquoi ces changements ont lieu. Numéro 6, l'intégration avec le project management. Vous allez le voir en plus en détail, car ça apparaît très nettement dans les tendances émergentes, donc on va y revenir. Et le numéro 7, c'est l'implication active des managers. Comment nous suscitons l'appropriation suffisante et l'engagement dans le changement auprès des managers. Donc voilà, je voulais partager ces résultats avec vous. C'est peut-être un rappel utile pour ceux qui ont participé au webinaire précédent, au cours duquel nous avions exploré comment ces facteurs étaient pratiqués dans votre entreprise. Et je dirais que c'est un bon point de départ, ces 7 facteurs, pour commencer à regarder les tendances. Nous allons faire ça avec 2 perspectives différentes. Nous allons d'abord porter le regard rétrospectif. Qu'est-ce que j'entends par regard rétrospectif? Une des questions de la recherche a été la suivante. Si vous deviez considérer les tendances en change management dans votre entreprise dans les 2 années écoulées, que diriez-vous de ces tendances? Et il en est ressorti 7 tendances principales que nous allons explorer ici. Et voyons quelles sont-elles. La tendance numéro 1, c'est une plus grande compréhension de la valeur du change management. Pour cette réponse spécifique, les participants ont relevé que leur entreprise comprenait de mieux en mieux la valeur du change management, le besoin de l'appliquer et aussi dans quelle mesure il est un prérequis pour le succès des projets. En même temps que la compréhension de la valeur, les participants ont aussi fait part d'une grande sensibilisation et crédibilité de la discipline dans leur entreprise. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je considère que c'est une excellente nouvelle. Tous ceux qui sont dans cette discipline depuis plusieurs années ne connaissent que trop bien ce combat permanent pour mener cette prise de conscience de pourquoi nous faisons ce que nous faisons et la valeur que ça apporte. Une merveilleuse façon de résumer cela, et que certains d'entre vous connaissent déjà très bien, est ce que j'appelle le graphique 6 fois. C'est ce graphique de corrélation où nous indiquons sur l'axe horizontal l'efficacité du change management sur un projet ou une initiative spécifique, et sur l'axe vertical, le pourcentage de projets qui ont atteint, voire dépassé leurs objectifs. On voit que les chiffres n'ont quasiment pas changé depuis l'étude précédente. Nous voyons sans le moindre doute possible la corrélation directe entre notre efficacité à mener le volet du changement et le succès d'un changement spécifique. Et voici mon premier signal d'alerte, car
C'est aussi un domaine dans lequel beaucoup disent qu'ils ont des difficultés. En effet, il y a toujours cette incompréhension persistante du change management dans les entreprises. En fait, pour tout vous dire, moi je viens du monde de l'informatique, je viens du monde de l'IT. Et là, une grande partie de l'incompréhension vient du terme change management. Pour les gens de l'IT, le contrôle des changements techniques cause une confusion avec le terme change management. Donc, il est très important pour nous d'avoir une définition claire de ce qu'on entend par change management en tant que volet humain du changement. C'est aussi plus que juste de la formation et de la communication. Ce n'est pas ce qu'on appelle les soft skills. C'est comment nous amenons les bénéfices et les résultats des initiatives de changement dans notre entreprise. Nous devons aussi nous assurer que les sponsors en comprennent la valeur, car c'est à ce niveau, au niveau du sponsorship, que nous allons obtenir l'influence et les ressources dont nous avons besoin pour réussir. C'est donc la première tendance interne sur 2 ans. C'est en grande partie une bonne nouvelle, mais souvenez-vous d'où se trouvent les principaux défis et les incompréhensions dans votre entreprise afin d'avoir un plan pour les traiter. Passons à la deuxième tendance, qui est une application plus large. Ce que les participants à la recherche ont dit, c'est qu'ils utilisent le change management plus fréquemment dans leurs projets et aussi sur une plus grande gamme de projets. Plus spécifiquement, ils ont mentionné plus d'implications dans les projets de type Agile, aussi dans des projets plus grands, des projets plus transverses et aussi dans les transformations culturelles. Donc, nous voyons de plus en plus d'interfaces avec la méthode Agile. Je vais faire oui, c'est important, je vais faire la différence entre agile avec un A minuscule et agile avec un A majuscule. Avec le A minuscule, nous parlons d'agilité organisationnelle. C'est l'aptitude à répondre aux conditions du marché ou à ce qui se passe dans l'entreprise. Tandis que agile avec un A majuscule, c'est un cadre méthodologique pour donner vie au changement de manière itérative sur base de sprint. Ce dont on parle ici, c'est le A majuscule, agile. Et comment nous apportons la discipline du change management dans cette application plus large. Et ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une traduction des 3 états du changement, actuel, transition, futur, vers une approche itérative basée sur des sprints, où nous commençons à considérer des plus petits releases et où nous voyons des effets futurs intermédiaires. Bon, ceci, c'est juste un exemple de comment nous adoptons le change management pour soutenir les conditions existantes dans l'entreprise. Et en fait, ce qui se passe et ce qui apparaît clairement dans la recherche, c'est que le change management lui-même devient plus itératif. Les documents sont plus vivants pour soutenir ce travail. Et nous devons faire les choses plus rapidement parce que nous avons moins de temps lors de ces sprints. On voit ainsi une plus grande efficience dans l'application du change management. Chez Nexum, on utilise cette recherche pour le change management dans Agile et aussi pour la transition vers Agile dans les entreprises. C'était donc le numéro 2 des tendances internes sur ces 2 dernières années. Et on va passer à la tendance numéro 3, qui est que les participants à la recherche indiquent qu'ils ont consacré du temps à l'identification et l'adoption d'une approche standardisée pour le change management. Très souvent, ça a été motivé par le besoin d'un langage commun ou d'un ensemble d'outils communs, car si dans votre entreprise il y a plusieurs approches, il sera plus difficile d'accomplir ce que vous essayez d'accomplir. J'ai pris ici quelques données sur l'utilisation d'une approche structurée. Ce que vous voyez en haut, c'est une légère diminution depuis 2013. Bon, ça ne veut pas dire que nous voyons moins de méthodologues structurés. Nous voyons juste des données démographiques avec un plus grand nombre de participants de par le monde. Et ça signifie simplement que la représentation dans les 2 dernières études compte de nouveaux participants, moins matures en termes de change management. Mais nous voyons de plus en plus d'entreprises qui n'ont pas juste une méthodologie en soi. Ce sont des entreprises qui ont intégré la méthodologie avec d'autres méthodologies d'amélioration ou leur méthodologie de gestion de projet. Au bas de l'écran, vous voyez que quand vous utilisez une méthodologie, vous avez plus de chances de montrer un change management de qualité. Nous utilisons un processus de change management en 3 phases. Ce processus représente le cœur des étapes et actions de change management. C'est un bon exemple de mise en œuvre et d'adoption d'une méthode standardisée pour faire la conduite du changement dans une entreprise. Ceci était donc la tendance numéro 3 sur les 2 dernières années, l'adoption d'une approche standardisée.
Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser des questions par l'icône Q et R, questions-réponses, au bas de l'écran. N'hésitez donc pas. On passe au numéro 4. Le numéro 4, c'est le manque de ressources appropriées. Eh bien, oui, parmi les principales tendances de ces dernières années, celle-ci, en effet, n'est pas positive. Ce que nous voyons et ce que les participants à la recherche disent, c'est qu'ils ont de plus en plus le défi de faire plus avec moins. Ce qui nous revient souvent, c'est qu'il y a des ressources insuffisantes pour le change management, tant en termes de personnes que de budget. C'est une responsabilité qui vient souvent en plus des autres rôles, donc on doit faire ça en plus du reste, plutôt que d'avoir une ressource dédiée au change management. J'ai également pris quelques données de la recherche ici. On y voit que 67% des participants ont bien une ressource dédiée, mais il faut comprendre que les participants à la recherche ont répondu sur base d'un projet spécifique qu'ils ont à l'esprit, qu'ils mènent ou dont ils reçoivent l'impact, et c'est dans de nombreux cas un projet sur lequel ils travaillent en tant que praticiens du changement. Évidemment que là, il y a une ressource. Mais alors, qu'en est-il de tous les autres projets dans ces entreprises ou dans votre entreprise qui n'ont pas une ressource dédiée pour le change management? Eh bien, est-ce que ça a de l'importance? Eh bien, oui. On le voit au bas de l'écran. Avec une ressource dédiée, vous aurez plus de chances d'avoir du bon ou de l'excellent change management. C'est la colonne en bleu, évidemment. Et voici mon deuxième signal d'alarme. C'est en effet un des principaux défis que je vois. C'est les entreprises ont très souvent des ressources insuffisantes pour le change management. Et ce que ça veut dire, c'est que dans de nombreux cas, il y a vraiment peu de ressources, mais aussi en termes de compétences et d'aptitudes pour véritablement bâtir la compétence au travers de l'entreprise. Si vous vous trouvez dans cette situation particulière, je vais vous proposer une question particulièrement importante. C'est une question que vous pouvez poser lorsque vous commencez à mettre en évidence la valeur et l'importance du change management. Je vous demande de vous imaginer en train de poser cette question à un chef de projet ou à un sponsor ou à quelqu'un qui dit que nous n'avons pas de ressources disponibles pour le change management. Eh bien, demandez-lui, quelle portion des bénéfices de ce projet dépend du fait que les gens vont changer leur façon de travailler? Et vous allez voir que très souvent, vous aurez une réponse de l'ordre de 80, 90, voire 100%. Si c'est le cas, eh bien alors logiquement, la question suivante sera quelle portion d'investissement pour ce projet ou ce changement voulons-nous mettre en danger parce que nous n'allons pas soutenir, équiper et permettre aux employés de changer avec succès la façon dont ils travaillent. Donc, vous voyez, c'est un exemple de langage que nous utilisons pour justifier l'importance d'avoir des ressources de change management efficaces et dédiées, et je peux vous dire que le succès amène le succès. Lorsque vous pouvez présenter des succès de change management, vous allez pouvoir focaliser vos efforts pour contrer cette tendance malheureuse. On passe à la tendance numéro 5. La tendance numéro 5 de ces dernières années, il s'agit de la focalisation sur le développement de l'aptitude organisationnelle au changement. L'aptitude organisationnelle. Donc, ce n'est pas un projet, c'est l'organisation. Ce que nous voyons, c'est que de plus en plus de participants à la recherche indiquent qu'ils ont une attention de plus en plus focalisée sur le développement de cette aptitude au travers de toute l'entreprise. C'est donc pas sur un projet ou une initiative de changement spécifique, mais sur une trajectoire de croissance et de maturité en tant qu'organisation à propos du change management. Alors, nous utilisons le modèle de maturité en change management développé par ProSci. C'est un modèle sur 5 niveaux, semblable à d'autres modèles de maturité que vous pouvez avoir déjà vus. Et nous utilisons un outil de diagnostic basé sur 50 facteurs auxquels vous pouvez répondre et il vous dira exactement quel est votre score sur le domaine de maturité. Donc, c'est le modèle à 5 niveaux que vous voyez ici dans la première colonne. Et puis, vous pouvez également faire le même exercice sur base de l'état futur visé. Vous pouvez avoir une vision à 12 mois ou à 36 mois ou à 48 mois et dégager une aspiration pour le futur. C'est l'état futur du change management en entreprise, au niveau de l'entreprise. Ainsi, pour le développement de cette aptitude au changement, l'exercice va consister à actionner les bons leviers tout au long de ce que nous appelons la carte stratégique du change management au niveau de l'entreprise.
sur base des éléments du pentagone que vous voyez ici. Il s'agit donc d'en tirer profit dans le contexte d'Arcar. C'est ce que nous appelons le projet de change management au niveau de l'entreprise. Bon, je pourrais passer des heures à vous en parler. Bon, sachez juste que nous avons un atelier spécifique de jour qui s'appelle le change management en entreprise pour vous aider à dérouler le trajet de la compétence organisationnelle pour le changement dans votre entreprise. Passons à la tendance numéro 6 de ces 2 dernières années. C'est l'amélioration de l'intégration avec la gestion de projet. C'est un sujet dont on parle depuis pas mal d'années. C'est à quel point il est important de considérer le volet humain du changement, le change management, en alignement avec le volet technique du changement, c'est-à-dire comment nous concevons, développons et livrons les changements dans l'entreprise. Ce que nous avons observé ces 2 dernières années, c'est que les participants à la recherche travaillent de façon plus rapprochée, en tandem avec les équipes de gestion de projet. Ça implique la reconnaissance mutuelle en tant que partenaire et la reconnaissance que chacun possède des éléments critiques pour le succès. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des éléments qui visent à articuler dès le début qui est touché par le changement, qui vise aussi à adopter et dimensionner une stratégie de change management dès les premières phases du projet, a aussi à intégrer des étapes spécifiques pour toutes les activités du volet humain et mesurer le succès à la fin du processus, pas en termes de go live, avons-nous livré à temps dans le budget, mais en termes de bénéfices réalisés par l'exécution du projet au niveau individuel des équipes et de l'entreprise, et enfin intégrer tout cela dans les examens réguliers du projet et de son processus. Tout cela semble très bien, mais je veux à nouveau mettre un point d'attention ici, qui est que même si les participants à la recherche ont dit que les 3/4 ont intégré change management et project management dans leur entreprise, ils indiquent aussi que c'est une tâche difficile, une tâche très difficile. En effet, ces 2 disciplines ont des divergences de vue sur la façon de réussir les changements. C'est peut-être quelque chose que vous observez dans votre entreprise. Pensez donc à comment vous pouvez influencer cela, car nous savons avec certitude, dans la définition des rôles et des responsabilités, que cela améliorera le succès et les effets de vos projets. On passe à la 7e tendance observée ces 2 dernières années. Ce que les participants à la recherche disent, c'est qu'ils ont observé une augmentation du soutien pour le leadership du change management. Eh bien, ceci est également une bonne nouvelle. C'est un excellent signe. Les directeurs dans les entreprises commencent à assigner une priorité au leadership du changement et au développement de cette compétence en tant qu'objectif stratégique. C'est exactement là que Nexum veut se trouver. Nous voulons être reconnus comme un contributeur clé à cet objectif stratégique et au succès dans les entreprises. C'est donc aussi une excellente tendance de ces 2 dernières années, mais je veux à nouveau mettre un point d'attention ici. C'est que la recherche montre néanmoins que la résistance du management intermédiaire reste un défi. La plus grande résistance vient du management intermédiaire, car c'est eux qui reçoivent la tâche de concrétiser des objectifs stratégiques, alors qu'ils regardent principalement comment les impacts vont être déversés en cascade sur leurs équipes respectives. Donc, ce que nous devons faire, c'est faire face à cette situation et aider les managers à être des meneurs efficaces du changement au niveau intermédiaire de l'entreprise. J'ai placé ces points d'attention juste là où vous devez être vigilant et vous devez vous préparer. Ce qu'on va faire maintenant, lorsqu'on a vu ces 7 tendances sur les 2 dernières années, on va procéder à un sondage. Je reprends ici à l'écran les 7 tendances et je vous demande maintenant lesquelles de ces tendances avez-vous observé dans votre entreprise ces 2 dernières années. Et vous pouvez en sélectionner 3 au maximum. Donc, quels sont d'après vous les 3 principaux points parmi cette liste qui correspondent le mieux à ce que vous observez dans votre organisation et ce que vous avez observé dans les 2 dernières années. Donc, prenez bien sûr quelques secondes pour identifier ceux qui vous correspondent le mieux. On va attendre que ça se stabilise. Ok, attendons encore un petit peu.
Voilà, ça bouge encore. Voilà, déjà 80% des participants ont mis leur vote. Attendons encore quelques secondes. Ok, ça m'a l'air d'être plutôt stabilisé et voyons ce que ça donne. Ce que nous voyons apparaître majoritaire pour 83% des participants, c'est le manque de ressources appropriées. Et en effet, sur la liste des 7, ça apparaissait bien comme la mauvaise nouvelle parmi les autres bonnes nouvelles. On vous demande de faire de plus en plus avec de moins en moins. J'observe cela à beaucoup d'endroits, en effet, pas seulement ce manque de ressources appropriées, mais aussi le manque de seniorité dans les ressources assignées au change management. C'est certainement un point sur lequel nous pouvons réfléchir. Que pouvons-nous faire pour aider à construire un business case pour les ressources en change management? Que devons-nous faire? Vous devez présenter des succès. Vous devez parler de ce que vous apportez, pas en termes d'activité, mais ce que vous apportez en termes d'adoption et utilisation et in fine, en termes de réalisation de bénéfices. Je vois aussi une plus grande compréhension de la valeur qui apparaît en numéro 2. 72% des participants disent une plus grande compréhension de la valeur ces 2 dernières années. Ça, pour moi, c'est un excellent point. De plus en plus de personnes en entreprise comprennent la valeur du change management, ce que nous apportons et comment tirer profit des rôles que nous aidons. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour cette participation qui est absolument vraiment claire. Donc, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans l'icône au bas de l'écran Q&R pour questions-réponses. Avançons et abordons maintenant la vue prospective. Nous allons passer la prochaine demi-heure à découvrir ce qui se passe à l'avant-garde de la discipline. La question qui a été posée aux participants à la recherche, elle est légèrement différente par rapport à la réflexion sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Ici, nous regardons les tendances qu'ils s'attendent à voir dans les 5 prochaines années. Et dans le regard rétrospectif, les participants parlaient de ce qui s'était passé dans leur entreprise. Et dans le regard prospectif, ils parlent des tendances qu'ils anticipent dans la discipline de change management pour les 5 années à venir. Ici aussi, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi aussi, j'adore cette opportunité de penser anticipativement et d'apprendre ce qui vient afin de pouvoir me préparer. Et nous allons les développer une à une et à chaque fois, nous allons examiner la tendance. Je vais partager avec vous les clés du succès dont vous pouvez tirer profit. Et je vous demanderai également de prendre un peu de temps pour considérer ce que chaque tendance signifie pour vous, en faisant la connexion entre la tendance que nous explorons et le travail que vous faites dans votre entreprise. Ce sera votre part de réflexion personnelle sur ces tendances. Tout cela, bien sûr, avec l'intention de nous entraider pour continuer à évoluer, à apporter de la valeur ajoutée et, comme je l'ai dit, à prendre les devants sur ces tendances. Allons-y donc. La tendance numéro 1 de la discipline pour les 5 années à venir, c'est la continuation de l'alignement entre change management et différentes méthodologies de gestion de processus, de projets et d'amélioration continue. À ce propos, j'aime parler d'écosystème. Il s'agit de comment nous apportons Agile et l'amélioration continue et l'efficacité organisationnelle et Lean et Six Sigma et le développement organisationnel. Il y a probablement 30 ou 40 thèmes dans ces méthodologies d'amélioration. Comment nous apportons et comment nous nous alignons avec elles. Ce que cela signifie en termes de clés pour le succès et que je vous encourage à considérer, c'est de continuer à tenir le discours de la valeur unique que le change management apporte pour l'adoption et l'utilisation afin de mener la réalisation des bénéfices. Penser en termes d'adoption et utilisation pour mener la réalisation des bénéfices et comparer les autres méthodologies d'amélioration. Certaines d'entre elles peuvent être mises en place pour identifier les opportunités d'amélioration. Et ce que nous faisons, c'est apporter un discours sur l'amélioration grâce à l'adoption et l'utilisation. Voyons maintenant ce que ça signifie pour vous.
Je vous invite à vous exprimer maintenant d'une façon un peu différente du sondage précédent. Vous avez une icône au bas de l'écran qui s'appelle Converser. Je vous invite à cliquer sur cette icône et alors, dans la fenêtre qui apparaît, vous allez taper votre propre réponse à la question suivante. Comment la tendance d'alignement avec diverses méthodologies d'amélioration affecte-t-elle et soutient-elle votre travail? Donc, je parle d'alignement avec d'autres méthodologies telles que Agile, Lean, Six Sigma, l'amélioration continue des processus, l'efficacité organisationnelle. Est-ce que cela a un impact sur la façon dont vous vivez votre travail en tant que change manager? Alors, oui, je commence à lire. Je lis ici un nouveau langage. OK. Donc, pas uniquement le langage du change management, mais quel est le langage de la méthode agile? Je suppose quel est le langage de l'agilité organisationnelle, quel est le langage de l'excellence opérationnelle ou de l'amélioration continue. Donc, ce que nous devons parfois faire, c'est nous pencher à nouveau sur le cœur de notre discipline, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, et ce que nous faisons, comment nous l'alignons avec les autres disciplines. Donc, j'ai lu un nouveau langage. Je lis également plus de flexibilité. En effet, on l'observe tout particulièrement avec l'alignement agile. C'en est fini des beaux plans de communication bien figés, bien formalisés. Vous avez à peine terminé d'y travailler, vous êtes déjà dans un nouveau sprint et vous devez commencer le suivant. Même chose pour la formation, vous avez besoin de plus de flexibilité. Je lis aussi, ça pourrait permettre d'avoir un langage commun malgré des apports différents. Ça, je pense, c'est en effet un impact extrêmement important. Le langage commun, déjà le langage commun du change management et puis aussi des points communs dans le langage entre le change management et les autres disciplines. Je lis alignement avec Agile, partiel dans l'entreprise, encore trop peu de formation pour les autres. Je pense que c'est un témoignage intéressant. Je lis un levier supplémentaire pour positionner le change management. Ah oui, j'adore celle-là. En effet, lorsque vous faites du Lean, Six Sigma ou Agile, c'est chaque fois une nouvelle opportunité d'apporter la valeur du change management sur cette discipline. Que lis-je encore? Dans notre entreprise, tous les consultants Change, Six Sigma, Lean ont été réunis dans un pôle commun. Ça, c'est adorable. Effectivement, en termes de standardisation et de langage commun, les différentes personnes vont partager les mêmes objectifs, qui seront également les objectifs du change management. Ou je lis un long texte ici. Cette tendance conforte que le change management peut s'interfacer dans les processus de conception des projets d'ingénierie qui nécessitent de faire autrement pour relever les défis du climat. En conclusion, un effet d'appropriation plus grand du change management dans des mondes très process appliqués à des objets concrets. Oui, donc en un mot commençant, ici on parle vraiment de l'application concrète du change management sur des défis spécifiques au niveau organisationnel, voire globaux. Je lis peut accroître la complexité des interventions d'accompagnement. C'est tout à fait vrai. L'interfaçage des deux peut amener certaines complications. Je lis ici en anglais No more in stone carved plans, donc que je traduis. On n'a plus de plans gravés dans la pierre. Je parlais tout particulièrement des plans de formation. Quand vous avez un cycle toutes les 4 semaines, eh bien, votre plan de formation, vous devez en permanence les mettre à jour. Eh bien oui, donc merci pour toute cette contribution de ce que ça apporte dans votre quotidien professionnel, cette tendance qui était donc l'alignement avec diverses méthodologies. Passons maintenant à la tendance numéro 2 dans la discipline. Ça concerne l'établissement de CMO. Par CMO, je veux dire Change Management Office. Les participants à la recherche ont indiqué qu'ils s'attendent à ce qu'on développe des CMO pour centraliser la fonction de change management. C'est un parallèle qu'on a observé en termes de PMO il y a déjà quelques années. Dans certaines entreprises, on a des PMO, Program Management Office ou Project Management Office, qui sont essentiellement focalisés sur l'IT. Mais on voit de plus en plus d'entreprises qui se dotent maintenant d'un EPMO, Enterprise Project Management Office, c'est-à-dire un PMO qui se fait au niveau transversal sur toute l'entreprise. Alors, pourquoi ne pas imaginer un ECMO, un Enterprise Change Management Office?
Une clé tient dans la façon dont on va décrire cette fonction. Voici ce que je recommanderais. C'est une responsabilité pour mener l'effort de change management, fournir les ressources, développer les compétences internes et se coordonner avec ces autres fonctions dont nous avons parlé lorsque nous évoquions la tendance numéro 1. Je pense qu'il y aura lieu d'être très clair là-dessus pour garantir le succès de ces ICMO. Et maintenant, je vais vous demander si ceci est une tendance pour les 5 années à venir. Comment allez-vous prendre les devants par rapport à cela? Envisagez-vous maintenant l'établissement d'un CMO? Avez-vous un CMO que vous essayez de faire mûrir dans votre entreprise? Considérant la recherche, eh bien, on voit ceci grandir et mûrir. Mais plutôt que de le faire sous forme d'un sondage, ici, je vais vous montrer quelques données. La question qu'on peut se poser est qui a un PMO? Combien d'entreprises ont un CMO? Voici donc les données à propos de la question. Avez-vous un CMO? Avez-vous un Change Management Office? Eh bien, 40% des participants à la dernière étude ont dit qu'ils ont un CMO. Je peux vous présenter les données par secteur d'activité. Voici une bonne segmentation par secteur, en indiquant le pourcentage de participants qui ont un CMO dans chaque secteur. Et vous voyez que la population entière, pour la population entière, bon, c'est 40%, c'est la barre grise, et que ça varie en fait de 22% à 63%. Donc, il y a quand même une grande diversité en fonction des secteurs. Alors, encore quelques informations sur les CMO, ici en corrélation avec la maturité de l'entreprise en changement. C'est le résultat d'une exploration qui vise à déterminer à quel niveau de maturité vous aurez plus de chances de voir un CMO. Et vous pouvez voir dans la représentation de ces niveaux qu'il y a une corrélation directe, c'est-à-dire qu'avec un niveau plus élevé d'aptitude et maturité organisationnelle, vous avez plus de chances d'avoir un CMO. Donc voilà des données particulièrement intéressantes. On passe au numéro 3 de ces tendances, c'est l'accroissement de la prise de conscience du besoin de change management. Ceci est très similaire à la tendance détectée dans la vue rétrospective dans les entreprises, c'est que nous voyons une plus grande prise de conscience et acceptation de la valeur du change management. Nous voyons de plus en plus d'entreprises qui disent qu'il y a une prise de conscience croissante du besoin de change management. Et la valeur du change management sera plus et mieux reconnue et les entreprises auront de plus en plus de considération et d'intérêt pour commencer à développer leur aptitude au change management. C'est une nouvelle que je trouve très enthousiasmante pour ceux parmi nous qui sont praticiens de la discipline. C'est cette augmentation de la prise de conscience et de la valeur de la discipline et du travail que nous faisons. Alors, comment cette tendance soutient-elle et affecte-t-elle votre travail? Eh bien, procédons également à ce petit dialogue. Avec cette augmentation de la prise de conscience et du besoin de change management, je vais vous demander également de partager votre perception au moyen de l'icône Converser au bas de l'écran. Donc, vous cliquez sur Converser et on va faire la même chose. Vous entrez dans la fenêtre. Or, comment est-ce que cette tendance de la prise de conscience du besoin de change management affecte-t-elle, aide-t-elle votre travail, notamment en tant que praticien du changement? Prenez quelques secondes pour y répondre. Ah, voilà, première réponse, du budget. Ah bien oui, on va bien sûr faire le lien avec les ressources, augmentation de la portée du change management. On va, tout ceci va pouvoir être abordé bien sûr dans les perspectives dans quelques minutes, l'augmentation de la portée. Je lis ici, elle m'aide à être plus en amont sur les projets et du budget. Absolument. Je pense que c'est une excellente nouvelle. On entame le dialogue du change management bien plus en amont et on peut mieux se préparer, notamment en termes de ressources et de budget. Je lis également davantage de sollicitations systématiques sur les projets. Oui, ça c'est également une très bonne nouvelle, mais soyez prudents par rapport à ça, on pourra y revenir. Plus d'attention pour les aspects humains, certainement. Plus de communication organisée autour des changements. Oui, on a bien l'attention, mais on se sent confronté à des attentes peu concrètes et pas toujours réalistes. Et j'aime bien ce commentaire. Je pense qu'il est très concret. Oui, le change management, en effet, rentre bien dans le langage, mais est-ce qu'on y attache
véritablement l'appropriation active. Je vois ici une réflexion d'une participante qui est dans un monde VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu. Comment faire évoluer la fonction de change management alors que le changement est devenu permanent? C'est une réflexion particulièrement intéressante qui va de pair, en effet, avec cette prise de conscience du besoin de change management. Eh bien, donc, merci pour ces quelques contributions. Et on va pouvoir… Ah, je vois un qui m'est mieux payé. Ok, c'est pourquoi pas. C'est très, très sympathique. Ça fait également partie des impacts. On peut passer maintenant au point suivant, le numéro 4, des tendances attendues dans les 5 années à venir. Et c'est une plus grande intégration avec le project management. On avait bien dit qu'on allait l'aborder. Les participants à la recherche ont mentionné spécifiquement qu'ils voient de plus en plus de chefs de projet qui développent leurs compétences en gestion de changement. Si vous êtes familiarisé avec le Project Management Institute, le PMBOK, le Project Management Book of Knowledge, et ce qui sort de cette approche structurée de gestion de projet du PMBOK, eh bien, il y a de plus en plus de réflexions autour du PMBOK sur l'intégration avec le change management au cours des dernières itérations des standards du PMI. C'est une excellente nouvelle. On y voit plus de considérations sur les individus et leur rôle. Et du point de vue du change management, de notre côté, nous examinons comment les équipes sont structurées, voir si ce sont des ressources distinctes, des ressources multiples pour le change management, ou si c'est un seul individu qui joue les différents rôles. Et ce que nous voyons, c'est que parfois c'est possible en fonction de la taille et de la complexité du projet, et parfois ça ne l'est pas en raison des aptitudes et compétences des individus concernés, parce que nous considérons deux disciplines très différentes. Une des clés pour le succès, c'est de prendre les devants. Si la discipline du change management va être plus intégrée dans le project management et de plus en plus intégrée dans les PMO, quelles en sont les implications pour vous? Pensez-y. Dans quelle mesure cette tendance affecte-t-elle ou soutient-elle votre travail? Vous vous en souvenez probablement, donc c'est un des défis que j'ai identifié un peu plus tôt. Il est déjà apparu plusieurs fois et ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir des actions très spécifiques, précisément par rapport à cette tendance. Première chose, impliquez votre sponsor ou vos sponsors. Définissez des objectifs mesurables pour l'intégration du project management et du change management. Clarifiez les rôles. Spécifiez les relations entre les deux. Et en numéro 5, qui est probablement plus important en fait, gérez cette intégration comme un changement, car c'est un changement. Donc, n'oubliez rien de ce que vous savez en change management. Quand le projet devient l'intégration du project management et change management, gérez-le comme un changement. Les entreprises qui font ça avec le plus de succès sont celles qui ont défini de telles actions. Ça peut s'appliquer à vous et au travail que vous faites. Donc, je tiens en effet à insister sur ce point numéro 5, gérez-le comme un changement. Passons à la 5e tendance. Eh bien, la 5e tendance attendue dans une vue prospective à 5 ans, c'est que nous nous attendons à voir une plus grande focalisation pour traiter la saturation du changement et aussi la fatigue due au changement. Ce qui est critique ici pour le succès, c'est d'entamer une réflexion et de commencer à recourir à des outils et actions spécifiques pour une gestion de portfolio de changement. Alors, nous réfléchissons avec ProSci à des outils, méthodes, processus et aptitudes de gestion de portfolio de changement pour aider à apporter davantage de valeur en étant capable de regarder les changements de façon plus cumulative et plus collective afin de gérer l'impact sur l'entreprise. Considérez cette tendance dans le contexte de votre entreprise maintenant. Posez-vous la question, est-il temps de développer des compétences de gestion de portfolio? Est-il temps d'aller parler à différentes personnes dans l'entreprise qui font déjà de la gestion de portfolio de projets et d'apprendre grâce à eux ce que ça signifie de combiner, compiler, composer les choses en tant que ressources pour aider aux décisions? Parcourez donc toutes ces questions par rapport à votre propre organisation. Et pour cette tendance spécifique, je vais vous présenter quelques données que je trouve très intéressantes. Il a été demandé aux participants à la recherche
quelle quantité de changements ils s'attendent à avoir dans leur entreprise pour les 2 années qui viennent, allant d'une forte baisse à gauche à une forte augmentation à droite. Et c'est ici que je vois la plus grande variation entre les résultats de 2015 et les résultats de 2017. En 2015, 72% des participants se positionnaient sur la partie droite du graphique. En 2017, c'est 86%, 55 plus 31, 86% qui indiquent qu'ils s'attendent à ce que la quantité de changement augmente, soit légèrement, soit fortement, dans leur entreprise. Et mettez ça dans le contexte d'augmentation de la sensibilisation et des défis liés aux ressources. Mettez ces différentes considérations ensemble. Et vous voyez donc qu'en fait, on a un risque. On risque de se diluer à un tel point que nous n'avons plus aucun effet. Vous voyez ? Et avec tout le travail que vous faites, vous ne voulez certainement pas vous retrouver dans une telle position. Ce qui veut dire que peut-être des sponsors pourraient très bien changer de point de vue et commencer à vous dire finalement, je ne pense pas que ce soit si efficace que ce que je croyais. Soyez donc vigilants par rapport à cela. De même, la saturation des sponsors est un véritable souci, et donc pensez aux conditions de saturation de changement comme un défi. Et passons à la tendance numéro 6, dans notre liste des tendances de la discipline sur les 5 années à venir. Ça concerne les métriques. On va mesurer l'efficacité du change management afin de démontrer que l'investissement en change management en valait la peine. Ici, la clé pour le succès, c'est des métriques plus concrètes, telles que, par exemple, le retour sur investissement. Nous parlons d'adoption, d'utilisation, d'efficacité en tant que métrique pour le retour sur investissement, mais comment rattachons-nous tout cela au retour sur investissement de nos projets et initiatives de changement? Revenez donc à la finalité ultime des initiatives de changement qui sont lancées sous forme de projet. Je vais vous montrer une représentation qui peut vous aider concrètement. Nous avons collaboré avec ProSci pour le développement d'une fiche d'évaluation du changement. Nous l'appelons le Change Scorecard, qui permet de considérer la performance organisationnelle, la performance individuelle, la performance de notre change management et de les suivre par rapport au plan en termes de change management sur une initiative spécifique. Nous avons donc mis au point un outil qui génère un tableau de bord comme celui que vous voyez à l'écran. On pourrait passer beaucoup de temps sur ce sujet, on va certainement passer une journée là-dessus. D'ailleurs, nous envisageons de préparer un webinaire spécifique sur cet outil-là. Entre-temps, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez en savoir plus sur l'utilisation de cet outil que nous avons développé avec ProSci récemment. Il y a aussi une série d'outils que nous pouvons incorporer, et ça nous mène justement au point 7, au numéro 7 des tendances. C'est que les participants à la recherche voient le concept d'outils pour assister à évaluer, créer et mettre en œuvre des plans de change management. Ça signifie qu'on va se pencher plus sur des applications en cloud, des médias sociaux, des évaluations digitalisées, et j'aime beaucoup le dernier thème que vous voyez dans cette deuxième colonne, des outils analytiques prédictifs. Comment pouvons-nous apprendre quelque chose à partir des données, et voire au-delà des données elles-mêmes? Pouvons-nous les suivre au cours du temps, par exemple? Pouvons-nous les regarder dans le contexte de la formation d'un projet spécifique ou d'un sponsor particulier? Ou la façon dont nous examinons le succès au travers d'initiatives multiples? C'est cela que j'entends par des outils analytiques prédictifs. Alors, pour prendre les devants par rapport à cela, par rapport à comment cela affecte ou soutient notre travail, eh bien, considérez comment les nombreuses possibilités créées par la technologie en général vont vous affecter ainsi que le travail que vous faites. C'est un sujet d'intérêt particulier. Et sur le portail de ProSci, nous avons une série d'outils que je peux balayer avec vous très très rapidement. Alors, je vais faire apparaître quelques outils à l'écran, et vous voyez, il y a différents thèmes sur les outils
dont on va parler, c'est la fiche d'évaluation du changement, le calcul du retour sur investissement, la santé du projet, les progrès en termes de cas, l'alignement sur les meilleures pratiques et on va bien sûr utiliser le processus en 3 phases pour cela. Donc j'en fais apparaître quelques-uns à l'écran, juste pour vous donner un aperçu de comment nous utilisons ces outils avancés et comment nous le mettons dans le contexte de cycle de vie des projets. Donc le cycle de vie des projets que vous voyez en haut de l'écran et le processus du change management en 3 phases que vous voyez au bas de l'écran. Ce que je veux mettre en évidence ici, ce n'est pas juste la création d'outils, mais l'implantation des outils d'une manière qui a du sens. Vous voyez, ces différents outils, on les fait intervenir à différents moments dans le cycle de vie du projet, ce qui permettra d'avoir une vue beaucoup plus précise et structurée sur l'apport du change management pour le succès des projets. Alors, voici donc un résumé des outils et si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un email. J'insisterai tout particulièrement sur un outil que nous poussons à l'avant. C'est un atelier de 2 jours qui s'appelle Advanced Immersion. Et nous ferons une première de cet atelier spécifique sur ces outils les 13 et 14 décembre. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour cela. Donc ça, c'est vraiment un domaine qui me tient à cœur, c'est la conception de ces solutions pour vous venir en aide dans le travail que vous faites. Passons au numéro 8. Dans les tendances de la discipline pour les 5 années à venir, c'est l'application du change management à une plus grande variété de projets que ce que nous faisons aujourd'hui. Certaines clés de succès sont liées à la mise à échelle. Comment mettons-nous à échelle le change management dans de grandes initiatives de transformation, fusion et acquisition ou changement culturel, par exemple? Ces types de changements qui sont plutôt en fait, des transformations, contrairement à un changement spécifique ou un changement lié à un projet. Et bien, cette tendance, c'est à l'application à une plus grande diversité de types de projets. Ça peut vous aider à considérer comment vous voulez prendre les devants sur cette tendance, comment cette tendance spécifique affecte-t-elle ou soutient-elle le travail que vous faites. Je vais vous soumettre cette dernière tendance sous forme d'un sondage, comme précédemment, car je pense que celui-ci peut être un point plus intéressant que les autres à partager pour vous-même et pour les autres participants en termes d'apprentissage. Comment cette tendance particulière à appliquer le change management à plus de projets et plus de types de projets affecte-t-elle et soutient-elle votre travail? Donc, prenez une seconde pour y réfléchir. De nouveau, vous cliquez sur l'icône « Converser » au bas de l'écran et vous y répondez à cette question. Que vois-je apparaître ici? Je lis trop de travail. Oui, en effet, de plus en plus de projets, ça fera bien sûr plus de travail. Je lis, on est sollicité de plus en plus, mais toujours avec des ressources limitées. Eh bien oui, on fait encore le lien avec cette tendance qui était apparue en rouge lors de notre premier sondage. C'est un véritable défi, d'où l'importance de véritablement justifier, vendre la valeur du change management pour en obtenir les ressources nécessaires. Plus de besoins pour bien cadrer toutes les initiatives que je lis ici. C'est intéressant. Des initiatives de type très, très diversifié. C'est vrai qu'on est bien au-delà de juste le change management pour une implémentation SAP. On a des types très, très différents, donc plus de besoins pour bien cadrer toutes les initiatives, certainement. Je lis également des expériences plus riches car plus variées. Oui, j'aime beaucoup cela et je dois dire que personnellement, c'est quelque chose qui me motive beaucoup de faire du change management sur des projets de plus en plus variés. Je lis également, cela semble être une excellente nouvelle, je partage. Je pense par ailleurs que les organisations en général ont besoin aussi d'augmenter leur maturité en commençant par la direction.
C'est tout à fait juste et c'est la raison pour laquelle on a déjà bien évoqué le critère de succès numéro un qui est le sponsorship des projets. Et en effet, les directions lancent des grandes initiatives de type très différents, hein, quand on parle de transformation culturelle ou des fusions ou des mises en place ou des globalisations de méthodes pour les multinationales. Je pense également, comme cette participante, qu'il est absolument crucial qu'au plus haut niveau de la hiérarchie, la prise de conscience de la valeur ajoutée du change management se fasse véritablement. Mais j'attends encore quelques secondes pour voir si on a d'autres participants. Qu'est-ce que je lis? Oui, plus de travail, mais mieux. Oui, oui, tout à fait vrai. Plus de travail, mais mieux. Cohérence de langage et d'approche, oui, entre les différents types d'initiatives. Je lis standardisation, je lis évolution et adaptation. Je lis, y aurait-il une piste de sélectivité ou de boîte à outils adaptée? Ah, voilà qui est intéressant. Je dois dire qu'il n'y a pas véritablement une boîte à outils spécifiquement adaptée pour les transformations culturelles, par exemple. Les outils de ProSci sont eux-mêmes par nature très génériques, mais doivent bien sûr leur utilisation doit bien sûr être dimensionnée en fonction du type de changement. Je lis aussi plus de pression sur le middle management, certainement, certainement. Le middle management qui est impliqué dans des types de projets de façon de type très, très différents. Et il doit bien sûr agir en tant que meneur de changement sur ces différents types de projets en plus de leurs activités opérationnelles. Oui, oui. Donc, en tout cas, je vous remercie tous pour ce partage d'expérience, voire de sensibilité sur cette tendance prospective, et je dirais même sur l'ensemble de toutes ces tendances prospectives. Et on va pouvoir arriver à notre conclusion avant de passer aux questions-réponses. Donc, pour rappel, n'hésitez pas à utiliser l'icône Q et R au bas de l'écran pour poser vos questions. Et voilà, je vais conclure avec un résumé rapide. À gauche, dans notre regard rétrospectif sur les 2 dernières années dans notre entreprise, 7 tendances ont été identifiées. Dans notre regard prospectif, à droite, nous commençons à examiner ce à quoi nous pouvons nous attendre, comment nous positionner à l'avant-garde de cette discipline pour les 5 prochaines années. Je partage donc ces 8 tendances avec vous qui viennent tout droit de la recherche pour les résumer, les synthétiser et vous les fournir de manière actionnable, j'espère. Et c'est véritablement le défi que je veux vous adresser alors que nous arrivons à la fin de cette heure passée ensemble. Je veux que ceci constitue des éclairages actionnables. Les données ne sont que des données, à moins que nous en faisions quelque chose. Donc, qu'avez-vous entendu ou vu ou pensé lorsque nous avons parcouru et exploré les tendances rétrospectives sur 2 ans et les tendances prospectives sur 5 ans? Ceci est donc un moment particulier pour nous en tant que professionnels du change management et espérons-le, lorsque nous assisterons à une adoption accrue et plus large du change management et plus d'attention sur notre rôle en tant que ressources clés dans nos entreprises respectives, nous serons prêts pour ce défi. Je vous souhaite donc beaucoup de succès dans votre travail. J'espère que vous avez trouvé toutes ces informations utiles et n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos questions. Merci Vincent. Merci à tous également d'avoir posé les questions tout au long du webinaire. Alors, une première question qui me dit, est-ce que trop de changements ne tue-t-il pas le changement? Trop de changements ne tue-t-il pas le changement? Certainement. Et donc, le participant qui pose cette très bonne question fait allusion à la difficulté qu'ont la plupart des organisations face à la saturation du changement. Lorsque vous menez 2, 3 changements, vous pouvez vous concentrer sur ces changements et être efficace. Lorsque vous menez trop de changements, vous ne menez plus rien du tout. Et donc, je partage cela, trop de changements tue le changement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire moins de changements? Pas nécessairement. Je vais prendre une analogie très simple par rapport à la saturation du changement. Imaginez-vous dans une pièce avec des robinets qui coulent et vous avez des seaux pour évacuer la pièce, pour évacuer l'eau de la pièce. Et vous voulez bien sûr éviter l'inondation, donc vous pouvez avoir une première optique qui est de diminuer le débit des robinets, donc faire moins de changements. Mais ce n'est pas la seule, vous pouvez avoir une autre optique qui est d'améliorer votre aptitude à manipuler les seaux. Et donc, trop de changements peut tuer le changement si on ne développe pas son aptitude organisationnelle à bien le gérer. Par contre, je dirais que
beaucoup de changements vont vous positionner par rapport à la concurrence, par exemple, en vainqueur si vous avez développé votre aptitude à bien les gérer. Merci. Alors, un autre participant remarque donc qu'il y a un gap entre, d'un côté, on reconnaît la plus grande valeur du change management et d'un autre, on n'a pas encore assez de ressources. C'est tout à fait vrai et c'est ce que j'appelle l'appropriation passive. Je veux dire par là, lorsque vous parlez à un directeur du change management, vous aurez beaucoup d'acquiescement, même certains sourires. Le directeur vous dira oui, c'est intéressant, c'est très bien, oui, c'est une très bonne idée, très bonne chose. Et puis lorsque vous viendrez avec l'élément suivant qui est que ben oui, il faut quand même une ressource ou un certain budget pour ça, là la réponse va changer. Là, ça va plutôt être oui, mais désolé, mais non, on n'a pas de budget pour cela. Et ça va être extrêmement difficile d'obtenir les ressources nécessaires pour effectivement faire son travail. Donc, c'est encore une réalité qu'on observe aujourd'hui. Et ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'en termes de tendance, sur les dernières années, moi, j'ai pu observer une, une évolution de l'appropriation passive vers l'appropriation active. C'est-à-dire que j'observe de plus en plus de directeurs qui disent oui, qui continuent à dire oui, le change management, c'est important, c'est utile, et qui décident véritablement d'investir dans cette discipline. Donc, en effet, ce participant pose une excellente question qui est, il y a un paradoxe, mais ce paradoxe vient pour moi de la notion d'appropriation passive. Alors, un autre participant qui dit, je suis étonné de voir qu'il y a 40% des entreprises qui mettent en place un Change Management Office. Ce chiffre m'a l'air bien trop élevé. Ah oui, je pense que c'est une bonne observation, très, très pointue. Euh, il faut dire que le 40% dont j'ai parlé, c'est un résultat de la recherche au niveau global, au niveau mondial. Donc c'est la moyenne. Et il y a en effet une grande disparité en fonction des géographies. Par exemple, la région du monde où il y a le plus d'implantation de CMO dans les entreprises, c'est le Moyen-Orient, avec 52%, donc plus de la moitié. Et alors, donc, ici nous sommes en Europe, parlons donc de l'Europe. Eh bien, l'Europe, en fait, est en queue de peloton, avec également l'Amérique latine, avec 22%. Donc, en effet, si le participant ici qui pose cette question est basé en Europe, ce qui est très probable, son observation est sûrement très correcte. Il n'y a pas 40% des entreprises qui mettent un CMO en place. Ici, c'est plutôt 22%. Nous sommes un peu, donc l'Europe est un petit peu en queue de peloton. Pour parler en termes de pays, j'ai tendance à dire que la France est un petit peu à la traîne sur le peloton européen, mais évidemment, nous avons œuvré à améliorer cela. Alors, une autre participante qui dit, j'ai bien compris que de plus en plus de gens considèrent que la quantité de changements va augmenter dans les 2 prochaines années, mais je ne vois pas pourquoi cela entraînerait que les sponsors pourraient se désintéresser du change management. Ah oui, très bonne question, merci. Et c'est bien qu'on revienne là-dessus parce que pour moi, c'est un point de vigilance particulièrement important. Je rencontre pas mal d'entreprises, pas mal de clients qui ont entamé il y a déjà 1 ou 2 ans, voire 3, un trajet de change management où ils ont sélectionné 1 ou 2 projets, où ils se sont focalisés sur mener le changement, le change management de façon la plus structurée et efficace possible, et ils ont obtenu de véritables succès. Le taux d'adoption et d'utilisation a été nettement plus élevé que ce qu'ils faisaient au préalable sur d'autres projets. Et ce que ça entraîne, c'est tout à coup un certain enthousiasme pour le change management. Beaucoup de projets viennent les voir en disant oui, j'ai besoin de change management sur mon projet. Et alors, l'euphorie, l'enthousiasme autour de ça tend à faire dire oui, 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 on va faire du change management sur votre projet. Mais vous mettez ça en corrélation avec la première question qui a été posée, qu'au niveau des budgets, au niveau des budgets accordés par les directeurs, vous ne pouvez pas tellement investir plus en change management. Eh bien, vous allez vous retrouver avec le phénomène de la goutte d'huile qui s'étend. C'est-à-dire, au début, vous avez une certaine épaisseur, c'est l'efficacité que vous pouvez y mettre. Et puis, à force de l'étendre sur autant de projets, sans augmenter votre capacité, eh bien, vous allez observer que très bientôt, vous ne serez plus efficace sur aucun des projets. Et donc, la valeur du change management ne sera plus démontrée à aucun endroit.
Et là, l'opinion des directeurs risque bien de changer et risque bien de vous dire non, non, le change management, ça n'apporte rien, je n'y crois rien, et arrêteront d'y investir. Et vous avez donc le risque d'un méchant retour en arrière si vous vous lancez dans le change management sur trop de projets sans vous être assuré que c'est suffisamment rentré dans la culture de l'entreprise, tout particulièrement au sommet de la hiérarchie. Alors, une participante qui nous demande une idée de l'échantillon du nombre d'entreprises à partir desquelles nous collectons donc les informations pour répondre et donner ces tendances sur la gestion du changement. Oui, oui, oui. Très, très bonne question en effet, parce que ça permet de bien réaliser que la recherche est basée sur un sous-ensemble, sur un ensemble d'entreprises et pas sur toutes les entreprises au monde. L'étude qui a été menée en 2017 comptait 1778 participants dans 84 pays différents. Donc, c'est quand même quasiment 2000 participants. Il faut savoir que 80% des entreprises les plus riches participent à cette recherche également. Donc, on a également une très bonne représentation des grandes entreprises, mais pas uniquement, puisqu'on a quasiment 2000 entreprises. Voilà donc une idée de la taille. Alors, en termes de secteur, la plus grande représentation, là je parle de mémoire parce que je n'ai pas sous les yeux, mais la plus grande représentativité à la recherche est dans le secteur pharmaceutique et soins de santé. Viennent ensuite les secteurs banque et assurance. Mais je ne vais pas m'avancer plus loin parce que je ne les connais pas tous par cœur. Très bien. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions jusqu'à maintenant. Donc, j'en profite pour vous rappeler que la prochaine série de webinaires aura lieu à partir de septembre. Donc, le 28 septembre, nous ferons un webinaire sur la saturation du changement. La semaine suivante, le 5 octobre, sur comment implémenter le change management dans une organisation, qui est un changement en soi. Et enfin, le 12 octobre, comment construire l'agilité organisationnelle. En suivi donc de ce webinaire, nous vous enverrons les liens pour vous y inscrire si cela vous intéresse. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre page LinkedIn. C'est là-dessus que nous communiquons la plupart des choses avec vous, donc aussi bien les invitations pour les prochains événements, pour les prochains webinaires, mais également tous les articles de contenu que nous rédigeons. Vous avez donc l'adresse pour vous y connecter sur votre écran. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons que ça vous a plu et à très bientôt.